Vous ne pouvez pas entrer ici avec ce chien, madame. C'est une prison de haute sécurité. Le gardien bloqua le passage de Rebecca à l'entrée. S'il vous plaît, c'est la dernière volonté de ma sœur, avant son exécution. La voix de Rebecca se brisa alors qu'elle serrait fermement la laisse de Max. Madame, nous ne faisons aucune exception. Surtout pas pour des meurtriers condamnés. Les autres visiteurs regardaient et chuchotaient à propos de cette femme qui essayait d'amener un animal dans le couloir de la mort. Ce que personne ne savait, c'est que ce berger allemand transportait des preuves qui allaient révéler la plus grande conspiration de l'histoire judiciaire du Texas. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de loyauté et de justice, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Vous êtes sur le point de découvrir comment le lien entre une femme et son chien a permis de révéler une conspiration mortelle. Bonne lecture! Les murs de béton froid de la prison fédérale de Huntsville avaient vu passer de nombreux derniers matins, mais aucun comme celui-ci. Sarah Mitchell était assise sur le bord de son lit étroit, les mains tremblantes, les yeux fixés sur l'horloge numérique, 5h30. Dans 3h30, elle serait morte. Le bruit métallique des pas résonnait dans le couloir, alors que le directeur James Crawford s'approchait de sa cellule. Son visage buriné témoignait du poids de 28 années passées dans le système pénitentiaire, mais aujourd'hui, quelque chose de différent brillait dans ses yeux. « Sarah, dit-il doucement en s'arrêtant devant les barreaux, avez-vous besoin de quelque chose avant ?» Sarah leva les yeux, le regard vide mais déterminé. « Une chose, directeur Crawford. Je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai besoin de voir Max une dernière fois. » Crawford fronça les sourcils. « Max ?»« Mon chien, » murmura Sarah, la voix légèrement brisée. « C'est un berger allemand. Ma sœur Rebecca s'occupe de lui depuis que je suis ici. Je connais les règles, mais s'il vous plaît, il est tout ce qui me reste. Il est le seul à croire encore en mon innocence. » Le directeur se dut mal à l'aise. De toute sa carrière, il n'avait jamais reçu une telle demande. Les animaux n'étaient pas autorisés dans le quartier de haute sécurité, surtout le jour de l'exécution. « Sarah, vous savez que je ne peux pas. »« S'il vous plaît, » l'interrompit-elle en se levant et en agrippant les barreaux. « Je l'ai élevé depuis qu'il était chiot. Je l'ai trouvé abandonné et mourant sur une route de campagne. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Il me rend visite chaque semaine, et je le vois dans ses yeux. Il sait que je n'ai pas tué mon mari. Il le sait. » Crawford scruta son visage. Malgré toutes les preuves contre elle, malgré le verdict du jury, il y avait quelque chose dans le désespoir de Sarah qui semblait sincère. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il finalement. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Merci, c'est tout ce que je voulais. Juste dire au revoir à la seule personne qui n'ait jamais douté de moi. » En s'éloignant, Crawford ne pouvait s'empêcher de penser que cette simple requête était peut-être plus importante que tout le monde ne le pensait. 4 ans plus tôt, la vie de Sarah Mitchell semblait parfaite vue de l'extérieur. Elle était une avocate spécialisée dans les droits de l'homme qui avait son propre cabinet dans le centre-ville de Houston. Son mari, David Mitchell, était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du Texas, et leur manoir était situé sur un terrain de 2 hectares dans un quartier huppé. Mais cette perfection n'était qu'un masque. Sarah a rencontré David en 2013 lors d'un dîner de charité. Il était charmant, riche et persévérant. Ils se sont mariés en 2014 lors d'une cérémonie qui a fait la une des journaux People. Pendant la première année, David était le mari parfait. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait en vacances dans des endroits luxueux et la soutenait dans son travail d'avocate. Tout a changé en 2015. David a commencé à boire davantage. Il critiquait le travail de Sarah, le qualifiant de niaiserie sentimentale. Quand elle défendait ses clients, il explosait de colère. La première fois qu'il l'a frappée, c'était lors d'une dispute au sujet d'une affaire qu'elle traitait pour une famille d'immigrants. « Tu te soucies plus des étrangers que de ton propre mari », a-t-il crié avant de la frapper au visage. Sarah était sous le choc. David s'est immédiatement excusé, pleurant et implorant son pardon.
Il a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais cela s'est reproduit, encore et encore. Les violences ont empiré au cours des 2 années suivantes. David contrôlait son argent, surveillait ses appels téléphoniques et l'isolait de ses amis. Sarah était piégée, trop honteuse pour raconter à quiconque ce qui se passait derrière des portes closes. Le 15 septembre 2017, David a été retrouvé mort dans le bureau de leur maison, avec 3 blessures par balle à la poitrine. Sarah a découvert le corps à son retour d'un rendez-vous avec un client. Elle a appelé le 911, mais la police l'a immédiatement soupçonné. Les preuves étaient accablantes. Les empreintes digitales de Sarah se trouvaient sur l'arme du crime. Des résidus de poudre ont été trouvés sur ses mains. Les voisins ont témoigné avoir entendu des disputes constantes. Son avocat a tenté de plaider la légitime défense, mais l'accusation l'a dépeinte comme une meurtrière de sang-froid qui avait planifié le meurtre de son mari. Le jury n'a délibéré que 4 heures avant de la déclarer coupable de meurtre au 1er degré. Le juge l'a condamnée à mort. 18 mois plus tard, Sarah était assise dans sa cellule, attendant de mourir pour un crime qu'elle jurait ne pas avoir commis. Le seul à la croire était un chien nommé Max. C'était un froid matin de février 2016, lorsque Sarah vit Max pour la première fois. Elle rentrait chez elle après une affaire difficile au tribunal lorsqu'elle aperçut quelque chose sur le bord de l'autoroute 6. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait simplement de débris, mais en s'approchant, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un chien. Sarah s'est garée et a découvert un jeune berger allemand, à peine vivant et couvert de sang. Sa patte gauche était gravement blessée et ses côtes étaient visibles à travers son pelage emmêlé. Quelqu'un l'avait abandonné à une mort certaine. « Tout va bien, mon garçon », lui a murmuré Sarah en l'enveloppant dans son manteau. « Je vais t'aider. » Elle l'a emmené en urgence à la clinique vétérinaire du docteur Marcus Thompson en ville. Le docteur Thompson était un homme gentil d'une 60aine d'années qui soignait les animaux depuis plus de 30 ans. Il a travaillé pendant 3 heures pour sauver la vie du chien. « Il a de la chance que vous l'ayez trouvé », dit le docteur Thompson après l'opération. 1 heure de plus, et il aurait succombé. Savez-vous à qui il appartient? Sarah secoua la tête. Je l'ai trouvé abandonné sur l'autoroute. Il n'avait ni collier ni médaille. Pouvez-vous vérifier s'il a une puce électronique? Le scan ne révéla rien. Le chien n'avait aucune pièce d'identité et personne ne le réclama. Sarah regarda l'animal endormi et prit une décision qui allait tout changer. « Je vais le ramener à la maison, dit-elle. Il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. » Sarah le baptisa Max, et à partir de ce jour, ils furent inséparables. Max se remit lentement, mais complètement. Il suivait Sarah partout dans la maison et semblait sentir quand David était de mauvaise humeur. Pendant les pires disputes, Max se plaçait entre Sarah et son mari, grognant doucement. David détestait le chien. « Débarrasse-toi de ce cabot !» criait-il. « Il ne nous apporte que des ennuis. » Mais Sarah refusait. Max était sa seule source de réconfort dans un mariage devenu un cauchemar. Lorsque David la frappait, Max léchait ses larmes. Lorsqu'elle pleurait seule dans sa chambre, Max posait sa tête sur ses genoux. Après l'arrestation de Sarah, sa sœur Rebecca a pris Max sous sa garde. Chaque semaine, Rebecca l'amenait à la prison pour lui rendre visite. Le chien pressait son museau contre la vitre et gémissait doucement, comme s'il comprenait que Sarah était prisonnière et ne pouvait pas rentrer à la maison. Ces visites ont permis à Sarah de rester saine d'esprit pendant les mois les plus sombres de son incarcération. Max n'a jamais cessé de croire en son innocence, même lorsque le monde entier s'était retourné contre elle. Le directeur Crawford retourna à son bureau, les paroles de Sarah encore fraîches dans son esprit. En 28 ans de carrière dans le milieu carcéral, il n'avait jamais été confronté à une telle demande. Les animaux étaient strictement interdits dans les zones de haute sécurité, en particulier le jour de l'exécution. Il s'assit à son bureau et fixa le gros livre contenant le règlement de la prison. La page 247 était claire. Aucun animal non autorisé n'est admis dans les installations sécurisées, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle pourrait mettre fin à sa carrière. Mais quelque chose dans la supplique de Sarah le troublait.
Il avait vu des centaines de condamnés à mort passer leurs dernières heures. La plupart imploraient pitié, clamaient leur innocence ou s'en prenaient au système. Sarah était différente. Elle ne demandait pas qu'on lui épargne la vie. Elle voulait simplement dire au revoir à son chien. Crawford prit son téléphone et composa le numéro du bureau du directeur à Austin. « Monsieur, j'ai une demande inhabituelle de la part de Sarah Mitchell. Elle souhaite voir son chien avant l'exécution. » Le directeur Phillips resta silencieux pendant un long moment. « Vous savez que c'est contraire à toutes nos règles, Jim. Je sais, monsieur, mais elle est une prisonnière modèle depuis 18 mois. Aucune violence, aucun problème. C'est la seule chose qu'elle ait jamais demandée. » « Que te dit ton instinct, Jim ?» Crawford regarda par la fenêtre la cour de la prison. « Mon instinct me dit que cette femme dit la vérité sur quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai vu beaucoup de coupables, et elle ne se comporte pas comme eux. » Il y eut un autre long silence. « Je t'autorise à lui accorder 20 minutes, mais cela reste entre nous et tu respectes le protocole de sécurité maximale. Si quelque chose tourne mal, tu en seras responsable. » Crawford raccrocha et appela immédiatement Rebecca, la sœur de Sarah. « Mademoiselle Johnson, ici le directeur Crawford de Huntsville. Je vous demande d'amener Max à la prison avant 7 heures du matin. Votre sœur a obtenu l'autorisation de le voir. » Rebecca eut le souffle coupé. « Vous êtes sérieux? Oh mon Dieu, merci. Sarah va être tellement reconnaissante. Les conditions sont strictes, prévint Crawford. Le chien doit passer un contrôle de sécurité complet. Au moindre problème, la visite sera immédiatement annulée. » Tout en prenant les dispositions nécessaires, Crawford ne pouvait s'empêcher de penser que cette décision allait tout changer. Parfois, les moments les plus importants de la vie se présentaient sous la forme de simples demandes. Il espérait juste ne pas être en train de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. À 7h15, Rebecca Johnson arriva aux portes de la prison avec Max, à l'arrière de son SUV. Le berger allemand était assis tranquillement dans sa cage de transport, sentant la tension dans l'air. Les mains de Rebecca tremblaient tandis qu'elle signait les formulaires de visite. « Suivez-moi jusqu'au poste de contrôle de sécurité », ordonna l'agent Martinez. « Le chien doit subir une inspection complète avant toute visite. » Ils conduisirent Max dans une pièce stérile où le docteur Patricia Hayes, vétérinaire consultante de la prison, attendait avec son équipement. Le docteur Hayes était une femme d'une 50aine d'années, très sérieuse, qui travaillait avec les forces de l'ordre depuis plus de 20 ans. « Comment s'appelle le chien ?» demanda-t-elle en ouvrant la cage. « Max », répondit Rebecca. « Il est très gentil. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. » Le docteur Hayes passa ses mains sur le corps de Max, à la recherche d'objets cachés ou de bosses inhabituelles. Elle examina sa bouche, ses oreilles et ses pattes avec une efficacité acquise par l'expérience. Max resta immobile, comme s'il comprenait l'importance du moment. « Il est propre pour l'instant », annonça le docteur Hayes. Puis elle s'interrompit. Ses doigts avaient trouvé quelque chose sur le cou de Max, juste derrière son oreille gauche. « Attendez une minute. » Elle écarta les poils et examina la zone de plus près. Il y avait une petite cicatrice fine d'environ 2 centimètres. Elle était presque invisible à moins de savoir où chercher. « C'est étrange », murmura le docteur Hayes en appelant le directeur Crawford. « Regardez cette cicatrice. Elle a été faite par un chirurgien, mais elle ne correspond à aucune procédure vétérinaire normale que je connaisse. » Crawford examina la marque. « Cela pourrait-il provenir d'une blessure qu'il s'est faite quand il était chiot ?»« Non, » répondit le docteur Hayes en secouant la tête. « C'est récent. Cela date peut-être de 6 mois. Et c'est trop précis pour être le résultat d'un accident. Quelqu'un a fait cette incision avec un scalpel. » Rebecca fronça les sourcils. « C'est impossible. Max n'a subi aucune opération depuis l'arrestation de Sarah. Je le saurais. » Le docteur Hayes regarda Crawford. « Monsieur, le protocole exige une radiographie pour toute marque chirurgicale inexpliquée. Cela pourrait cacher quelque chose. » Crawford sentit son estomac se nouer. « Combien de temps cela prendra-t-il »
15 minutes pour la radiographie, monsieur. Crawford regarda sa montre. Il était 7h45. L'exécution de Sarah était prévue pour 9 heures. Il lui avait promis 20 minutes avec Max, mais maintenant, tout changeait. « Faites-le », ordonna-t-il, « et appelez la sécurité. Je veux que cette pièce soit bouclée jusqu'à ce que nous sachions à quoi nous avons affaire. » À 7h45, l'appareil de radiographie portable fut amené dans la salle de sécurité. Max était allongé immobile sur la table métallique, tandis que le docteur Hayes positionnait l'appareil au-dessus de son cou. La machine émettait un léger bourdonnement, tandis qu'elle capturait l'image. Lorsque la radiographie apparut sur l'écran de l'ordinateur, tout le monde dans la pièce se tut. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Crawford. On voyait clairement un petit objet rectangulaire incrusté juste sous la peau de Max. Ce n'était pas une puce d'identification normale. Cet appareil était plus gros et plus complexe. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit le docteur Hayes en étudiant l'image. « C'est clairement artificiel, mais je ne peux pas dire ce que c'est d'ici. » Crawford ordonna immédiatement l'évacuation partielle du bâtiment. Code jaune. Je veux des spécialistes en détection d'explosifs ici immédiatement. En quelques minutes, le sergent Rodriguez, expert en explosifs, arriva avec son équipement. Il passa un détecteur de métaux sur le cou de Max et confirma l'emplacement de l'objet. « Ce n'est pas explosif », annonça Rodriguez après avoir effectué plusieurs tests. « Mais c'est clairement un appareil électronique. On dirait une sorte de dispositif de stockage. » Le docteur Hayes prépara une anesthésie locale. « Je peux l'enlever sans danger, mais j'ai besoin d'une autorisation pour pratiquer une intervention chirurgicale. » Crawford regarda sa montre. Il était 8h10. Il restait 50 minutes avant l'exécution de Sarah. Rebecca se tenait dans un coin, en pleurs et désorientée. « Je ne comprends pas, » sanglotait-elle. « Qui aurait bien pu mettre quelque chose à l'intérieur de Max? Et pourquoi? »« Opérez-le » ordonna Crawford. « Je dois savoir ce que c'est. » Le docteur Hayes travailla rapidement mais avec précaution. Le dispositif était petit, de la taille d'une clé USB, enveloppée dans du plastique médical pour le protéger des fluides corporels. Lorsqu'elle finit par le retirer, tout le monde se rassembla pour l'examiner. « C'est une carte micro SD modifiée », dit Rodriguez en la retournant entre ses mains. « Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la cacher. » Crawford sentit son cœur s'emballer. Au cours de toutes ces années passées dans le milieu carcéral, il n'avait jamais rien vu de tel. Peut-on accéder à son contenu? Il nous faudra un ordinateur, répondit Rodriguez. Mais oui, cela devrait être lisible. Alors qu'il s'apprêtait à découvrir les secrets que Max transportait, Crawford ne put s'empêcher de se demander « Sarah était-elle au courant de l'existence de cet appareil? Et si oui, que cachait-elle qui valait la peine de risquer la vie de son chien pour le protéger? » À 8h25, le technicien médico-légal Michael Torres connecta l'appareil à son ordinateur portable. L'écran s'emplit de dizaines de fichiers audio, tous datés entre avril et septembre 2017. Crawford se tenait derrière lui, observant nerveusement les minutes s'écouler. « Il y a 43 enregistrements ici, » dit Torres. « Certaines ne durent que quelques secondes, d'autres plusieurs minutes. »« Lancez le premier, » ordonna Crawford. Torres cliqua sur un fichier daté du 15 avril 2017. La pièce devint silencieuse, tandis que des voix remplissaient l'air. La première voix était clairement celle de David Mitchell, le mari supposé mort de Sarah. « Tu es sûr que ça va marcher, Kane ?» La voix de David était nerveuse, mais excitée. Une deuxième voix répondit, plus grave et plus assurée. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Fais-moi confiance. Quand j'aurai fini, tout le monde croira que tu es mort et que Sarah t'a tué. » Crawford sentit son sang se glacer. Robert Kane était le procureur général qui avait condamné Sarah à mort. Il était censé rechercher la justice, pas comploter avec la victime. « Et le corps ?» demanda David dans l'enregistrement. « On s'en est déjà occupé, » répondit Kane. « On a trouvé un sans-abri qui a la même taille et la même carrure que toi. Walsh s'occupera de l'autopsie et vérifiera que les empreintes dentaires correspondent. Personne ne posera de questions. »
L'enregistrement continua pendant 1 minute, David et Kane discutant des transferts d'argent et des plans d'évasion. Quand il s'arrêta, la pièce était plongée dans un silence de mort. « Passez le suivant !» dit Crawford, la voix tendue par la colère. Torres sélectionna un fichier datant de mai 2017. Cette fois, 3 voix étaient présentes, celles de David, Kane et d'une femme. « Inspecteur Morrison, êtes-vous d'accord pour placer les preuves ?» demanda Kane. « Pour 2 millions de dollars, je suis d'accord pour tout ce que vous voulez, » répondit la femme. « Je m'assurerai que les empreintes de Sarah soient sur l'arme et que des résidus de poudre apparaissent sur ses mains. » Crawford reconnut immédiatement la voix. Linda Morrison était l'inspectrice principale qui avait arrêté Sarah. Elle était censée rechercher la vérité, pas inventer des mensonges. Au fur et à mesure que les enregistrements se succédaient, une image horrible se dessinait. Sarah n'avait pas tué son mari. Son mari avait simulé sa propre mort et l'avait fait accuser du meurtre. Et il avait été aidé par ceux-là même qui étaient censés protéger la justice. Torres continua à faire jouer les enregistrements, tandis que Crawford faisait les 100 pas dans la pièce. Chaque fichier révélait des détails plus choquants sur le complot qui avait conduit Sarah dans le couloir de la mort. Dans un enregistrement datant de juin 2017, David expliquait sa véritable motivation à Kane. « L'enquête fédérale se rapproche trop, » disait David. « Ils ont découvert les 15 millions que j'ai détournés des contrats gouvernementaux. Si je ne disparais pas rapidement, je passerai le reste de ma vie en prison. » La voix de Kane était calme et professionnelle. « Donc, tu simules ta mort ? Sarah endosse la responsabilité et tu recommences à zéro au Mexique avec une nouvelle identité. Et l'argent ? Il a déjà été transféré sur des comptes aux îles Caïmans, répondit David. Une fois que Sarah aura été condamnée, je pourrai y accéder en toute sécurité depuis ma nouvelle vie, en tant que Richard Stone. Un autre enregistrement révélait comment ils avaient recruté le docteur Edward Walsh, le médecin légiste qui avait pratiqué la prétendue autopsie de David. 5 millions de dollars pour falsifier un rapport d'autopsie, dit Kane à Walsh. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'identifier le corps du sans-abri comme étant celui de David Mitchell. Échangez les dossiers dentaires et personne ne verra jamais la différence. Walsh semblait nerveux. Et si quelqu'un remet en question mes conclusions ? Personne ne le fera, lui a assuré Kane. Je veillerai à ce que l'enquête reste superficielle. L'inspecteur Morrison se concentrera uniquement sur la constitution d'un dossier contre Sarah. Les preuves seront si solides que personne ne doutera de l'identité de la victime. L'enregistrement le plus troublant datait de juillet 2017, 2 mois seulement avant la fausse mort de David. Il réunissait les 4 conspirateurs, David, Kane, Morrison et Walsh. « Sarah commence à avoir des soupçons, » rapporta David. « Elle me pose des questions sur mes appels téléphoniques et me surveille de plus près. »« Alors, nous avançons le calendrier, » décida Kane. « Morrison, dans combien de temps pouvez-vous placer les preuves ? »« Donnez-moi 2 semaines, » répondit Morrison. « J'ai besoin de temps pour récupérer les empreintes de Sarah sur l'arme du crime et préparer les résidus de poudre. »« Assure-toi qu'il y ait des témoins de leur dispute conjugale, » ajouta Kane. « Le jury doit croire que Sarah avait un mobile pour le tuer. » Crawford se sentit mal à l'aise en écoutant ces gens discuter avec désinvolture de la destruction de la vie d'une femme innocente. Ce n'étaient pas seulement des criminels, ils étaient censés être les gardiens de la justice. Au fur et à mesure que les enregistrements se succédaient, un fait devint clair. Sarah Mitchell était totalement innocente, et le système l'avait trahie de la pire manière qui soit. L'enregistrement le plus crucial datait du 10 août 2017, 5 semaines seulement avant la fausse mort de David. Dans ce fichier, David exposait le plan complet à Kane, avec des détails effrayants. « J'ai trouvé le corps parfait, » disait David avec satisfaction. Un sans-abri nommé Jeremy Walsh, sans famille, personne ne le regrettera. Même taille, même corpulence que moi. Le contact de Morrison s'occupera de lui demain soir. La voix de Kane était froide et calculatrice. Et la scène du crime ? Je tirerai 3 balles dans la poitrine de Jeremy, comme prévu pour ma fausse mort.
Ensuite, nous brûlerons son visage et ses mains avec de l'acide pour rendre l'identification difficile. Walsh s'occupera du reste pendant l'autopsie. Crawford sentit son estomac se retourner tandis que David continuait d'expliquer comment ils allaient assassiner un sans-abri innocent juste pour piéger Sarah. « Et l'alibi de Sarah ?» demanda Kane. « Elle a un rendez-vous avec un client ce soir-là, » répondit David. « Je me suis assuré qu'elle le programme exactement à l'heure où j'en ai besoin. Elle rentrera chez elle, trouvera le corps, appellera le 911 et tombera droit dans notre piège. » L'enregistrement révélait à quel point ils avaient planifié chaque détail avec soin. Morrison placerait les empreintes digitales de Sarah sur l'arme du crime pendant qu'elle serait interrogée. Les résidus de poudre seraient appliqués sur ses mains lors de son arrestation. Kane s'assurerait que l'enquête se concentre uniquement sur la constitution d'un dossier contre Sarah. « La beauté de ce plan, » continua David, « c'est que Sarah ne se doutera de rien. Elle pense que je ne suis qu'un mari violent. Elle n'a aucune idée que je suis assez intelligent pour planifier ma propre mort et lui faire porter le chapeau. » Kane rit. Quand elle comprendra ce qui s'est passé, elle sera attachée à la table d'exécution. Et tu vivras comme un roi au Mexique avec 15 millions de dollars. Un autre enregistrement datant de fin août montrait David s'entraînant à jouer son nouveau rôle de Richard Stone. Il avait déjà obtenu de faux papiers et loué un appartement à Tijuana. Son itinéraire de fuite était planifié à la minute près. Une fois Sarah arrêtée, j'attendrai 3 jours, puis je me rendrai à la frontière, expliquait David. Richard Stone a un passeport en règle et un compte bancaire qui l'attend. En moins d'1 semaine, j'aurai complètement disparu. Le dernier enregistrement de cette série était la voix de David seul, parlant comme s'il rédigeait son journal intime. Demain est le grand jour. Sarah n'a aucune idée que son mari aimant est sur le point de détruire sa vie. Elle mourra en croyant qu'elle n'a pas réussi à prouver son innocence. Et je serai libre de recommencer ma vie avec plus d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un d'autre endosser la responsabilité de vos crimes. À 8h20, à seulement 40 minutes de l'exécution, Torres trouva une série d'enregistrements qui changèrent tout. Il ne s'agissait pas de conversation entre les conspirateurs, mais de la voix de Sarah, parlant à voix basse et avec urgence. Le premier enregistrement était daté du 18 juillet 2017. « Je ne sais pas qui entendra jamais cela, mais je dois enregistrer ce que je viens de découvrir, » murmurait la voix de Sarah. David était au téléphone dans son bureau, et je l'ai entendu parler de simuler sa propre mort. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais ensuite il a mentionné mon nom. Il a dit que je serais accusé de l'avoir tué. Crawford sentit un frisson le parcourir lorsqu'il comprit que Sarah avait découvert le complot contre elle. J'ai secrètement enregistré les appels téléphoniques de David pendant toute la semaine dernière, poursuivait Sarah dans l'enregistrement. Il ne sait pas que j'ai installé une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone. Chaque fois qu'il passe ses appels, je les enregistre depuis la pièce voisine. L'enregistrement suivant datait du 25 juillet 2017. « C'est pire que je ne le pensais », dit Sarah d'une voix tremblante. « David travaille avec le procureur Robert Kane et l'inspectrice Linda Morrison. Il prévoit d'assassiner un sans-abri et d'utiliser son corps pour simuler la mort de David. Ensuite, ils placeront des preuves pour faire croire que j'ai tué mon mari. » Crawford comprit que Sarah avait rassemblé des preuves du complot pendant des mois avant qu'il ne se produise. « J'ai appelé le docteur Thompson aujourd'hui, » continua Sarah. « C'est le vétérinaire de notre famille depuis des années, et je lui fais entièrement confiance. Je lui ai parlé du danger dans lequel je me trouve, et il m'a suggéré quelque chose qui pourrait me sauver la vie si ce plan réussit. » L'enregistrement s'interrompit. Puis, la voix de Sarah reprit. « Le docteur Thompson a dit que nous pouvions implanter un dispositif de stockage dans le cou de Max. Si je suis arrêté et que je ne peux pas prouver mon innocence par les voies légales normales, les preuves cachées dans Max pourraient peut-être me sauver. Cela semble fou, mais c'est peut-être ma seule chance. » Un autre enregistrement datant du 5 août 2017 révéla comment ils avaient procédé. Le docteur Thompson a pratiqué l'opération aujourd'hui.
dit Sarah. « Max a été très courageux. Nous avons implanté une carte micro SD contenant toutes les copies des enregistrements que j'ai faits. Si quelque chose m'arrive et que Max vient un jour à la prison, quelqu'un découvrira peut-être la vérité. » Crawford regarda Max, qui était allongé tranquillement sur la table d'examen. Ce chien courageux portait depuis plus de 6 mois la preuve de l'innocence de Sarah. Le dernier enregistrement de Sarah était déchirant. Si vous entendez ceci, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. David a réussi à me piéger et je vais probablement mourir pour un crime que je n'ai pas commis. Mais sachez que Max détient la preuve de mon innocence. Il n'est pas seulement mon chien, il est mon seul espoir de justice. À 8h30, à seulement 30 minutes de l'exécution de Sarah, Crawford saisit son téléphone et composa le numéro du bureau local du FBI à Houston. « Ici le directeur Crawford, de la prison de Huntsville. Je dois parler à l'agent Martinez immédiatement. Nous avons des preuves d'un complot impliquant le procureur Robert Kane et l'inspectrice Linda Morrison. » En attendant le FBI, Crawford appela la ligne d'urgence du gouverneur Richard. « Gouverneur, ici Jim Crawford. Je demande un sursis immédiat pour Sarah Mitchell. Nous avons des enregistrements prouvant son innocence et que son mari a simulé sa mort. »« Jim, vous feriez mieux d'être absolument certain de cela, » répondit le gouverneur. « Je ne peux pas arrêter une exécution sur la base de simples allégations. Monsieur, nous avons 43 enregistrements audio des véritables conspirateurs planifiant tout. David Mitchell est vivant et vit au Mexique sous une fausse identité. » Torres continua à vérifier les enregistrements pendant que Crawford passait ses appels. Les fichiers audio étaient authentiques, sans aucun signe de falsification ou de modification. Les voix correspondaient à celles des enregistrements connus de Kane, Morrison et David Mitchell. À 8h45, les agents du FBI firent irruption dans la prison. L'agent Martinez prit le contrôle des preuves, tandis que l'agent Rodriguez coordonnait les arrestations. « Nous avons besoin de savoir où se trouve David Mitchell, » dit Martinez en écoutant les enregistrements au casque. « D'après ces fichiers, il vit à Tijuana sous le nom de Richard Stone, » répondit Crawford. Rodriguez était déjà à sa radio. « À toutes les unités, nous avons des mandats d'arrêt contre Robert Kane, Linda Morrison et Edward Walsh. Kane devrait être au tribunal, Morrison chez elle. Walsh est à la morgue du comté. » L'opération se déroula avec une précision militaire. Des équipes d'agents parcoururent Houston à toute vitesse pour arrêter les conspirateurs avant qu'ils ne puissent s'échapper ou détruire des preuves. À 8h50, l'agent Martinez appela les autorités mexicaines. « Nous avons besoin d'une assistance immédiate pour localiser un fugitif américain à Tijuana, David Mitchell, qui utilise désormais l'identité de Richard Stone. » Crawford regardait nerveusement l'horloge. Il restait 10 minutes avant l'exécution prévue de Sarah. Même avec toutes ces preuves, pourrait-il arrêter le processus à temps? La radio de l'agent Rodriguez grésillait, transmettant les dernières informations. Kane est en garde à vue au tribunal. Morrison a été arrêté à son domicile. Mais Walsh... La voix s'interrompit. « Walsh est mort, monsieur. Apparemment, il s'est suicidé. Il a laissé une lettre de confession. » Crawford ressentit un mélange de soulagement et d'horreur. Le complot s'effondrait, mais l'un des criminels avait préféré se suicider plutôt que d'affronter la justice. À 8h55, le téléphone de Crawford sonna. C'était le gouverneur Richard. « Jim, sur la base des preuves que vos contacts au FBI m'ont montrées, j'accorde un sursis immédiat. La peine de mort de Sarah Mitchell est suspendue dans l'attente d'une enquête approfondie. » En raccrochant, Crawford réalisa qu'ils avaient accompli l'impossible. Avec seulement 5 minutes d'avance, ils avaient sauvé la vie d'une femme innocente. À 10h, le FBI avait arrêté les 3 conspirateurs survivants. Les interrogatoires commencèrent immédiatement dans des pièces séparées du bureau de Houston. Robert Kane était assis en face de l'agent Martinez, son costume coûteux froissé et son attitude confiante complètement disparue. Pendant 15 ans, il avait été le procureur le plus respecté du comté de Harris. Il risquait désormais la prison à vie. « Les enregistrements sont faux »,
a insisté Kane, mais sa voix manquait de conviction. Quelqu'un essaie de me piéger. Martinez a posé une tablette sur la table et a lu l'un des fichiers audio. La voix de Kane a résonné dans la pièce, discutant de la manière de fabriquer des preuves contre Sarah. « Ce n'est pas moi », a dit Kane faiblement. « Monsieur Kane, nous avons des experts en analyse vocale qui témoigneront que c'est bien votre voix. Nous avons également des relevés bancaires montrant des virements de David Mitchell vers des comptes que vous contrôlez. Vous êtes accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude et d'entrave à la justice. » Le visage de Kane pâlit. Après une heure d'interrogatoire, il finit par craquer. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » dit-il en se prenant la tête entre les mains. « David m'avait dit que ce serait une simple affaire de fraude. Je n'aurais jamais pensé que Sarah serait exécutée. » Dans une autre pièce, l'inspectrice Morrison restait silencieuse, refusant de répondre à toute question. Mais les preuves contre elle étaient accablantes. Les enregistrements montraient clairement qu'elle avait accepté de placer des empreintes digitales et des résidus de poudre. Pendant ce temps, la police mexicaine avait localisé David Mitchell dans un petit appartement à Tijuana. Il vivait confortablement sous le nom de Richard Stone, avec 15 millions de dollars volés pour financer sa nouvelle vie. Confronté à sa véritable identité, David tenta de s'enfuir. La police le rattrapa 3 pâtés de maison plus loin, en possession d'une valise remplie d'argent liquide et de faux papiers d'identité. « Tout cela est une erreur », protesta David alors qu'on lui passait les menottes. « Je suis Richard Stone. Je ne sais rien au sujet de David Mitchell. » Mais lorsque les agents du FBI lui firent écouter les enregistrements, le visage de David trahit la vérité. Sa propre voix parlant du meurtre d'un sans-abri et du coup monté contre sa femme était indéniable. « Comment avez-vous obtenu ça ?» demanda David, son masque de calme enfin tombé. « J'ai été si prudent. Personne n'était au courant du plan à part nous 4. Votre femme était au courant, répondit l'agent Martinez. Elle a tout enregistré et caché les preuves là où vous n'auriez jamais pensé chercher. » Le visage de David se déforma sous l'effet de la rage. « Sarah, c'est impossible. Elle n'est pas assez intelligente pour me déjouer. Elle était assez intelligente pour sauver sa propre vie, dit Martinez, et elle l'a fait avec l'aide d'un chien qui l'aimait plus que vous ne l'avez jamais aimé. » La lettre de suicide du docteur Walsh, trouvée à côté de son corps, avouait tout. Il admettait avoir falsifié l'autopsie et échangé les dossiers dentaires. Sa culpabilité avait finalement pris le dessus sur sa cupidité. 16 mars 2018. Après 18 heures d'enquête et de vérification des preuves, Sarah Mitchell est sortie de la prison de Huntsville en femme libre. Le gouverneur Richard a tenu une conférence de presse à 14 heures, avec Sarah à ses côtés sur les marches du Capitole. « Aujourd'hui, nous avons été témoins à la fois de l'échec et du triomphe de notre système judiciaire », a déclaré le gouverneur. Sarah Mitchell a été condamnée à tort, mais la vérité l'a enfin libérée. L'État du Texas présente ses excuses officielles pour cette terrible erreur. Sarah se tenait debout, silencieuse, toujours vêtue de la robe simple que Rebecca lui avait apportée. Après 18 mois passés en prison, la liberté lui semblait étrange et bouleversante. Les médias lui criaient des questions, mais elle n'était pas encore prête à s'exprimer publiquement. « Comment vous sentez-vous d'être libre ?» lui a demandé un journaliste. Sarah a regardé la foule, puis Max, qui était assis à côté d'elle et remuait la queue. « Je suis reconnaissante d'être en vie », a-t-elle répondu simplement. « Et je suis reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé à découvrir la vérité. » Plus tard dans l'après-midi, l'État a proposé à Sarah un dédommagement de 8 millions de dollars pour sa condamnation et son emprisonnement injustifié. Son avocat lui a conseillé d'accepter cette offre plutôt que de se lancer dans une longue bataille judiciaire. « 8 millions ne peuvent pas me rendre les 18 mois que j'ai perdus, » a déclaré Sarah à Rebecca. « Mais cela peut m'aider à reconstruire ma vie et peut-être aider d'autres personnes qui vivent ce que j'ai vécu. » Les retrouvailles avec Max ont été le moment le plus émouvant de la journée. Lorsque Sarah s'est agenouillée et l'a serré dans ses bras, le chien semblait comprendre que leur cauchemar était enfin terminé. Il lui a léché le visage
et s'est blotti contre elle, comme s'il ne voulait plus jamais la quitter. « Tu m'as sauvé la vie, mon garçon », lui a murmuré Sarah dans le poêle. « Tu as porté la vérité quand personne ne voulait me croire. » L'histoire a fait la une des journaux internationaux. Des équipes de journalistes du monde entier ont couvert l'affaire de cette femme sauvée par la loyauté de son chien. Mais Sarah a évité la plupart des interviews, préférant se concentrer sur son rétablissement. Rebecca avait gardé la maison et les affaires de Sarah pendant son emprisonnement. Ce soir-là, Sarah franchit le seuil de sa maison pour la première fois depuis 18 mois. Tout semblait identique, mais elle se sentait complètement différente. Max courut dans toute la maison, reniflant chaque recoin et redécouvrant son ancien foyer. À l'heure du coucher, il se blottit sur le sol à côté du lit de Sarah, comme il le faisait avant que le cauchemar ne commence. « Nous sommes à la maison, Max », dit Sarah en se baissant pour lui caresser la tête. « Nous sommes enfin à la maison. » Pour la première fois depuis 18 mois, Sarah dormit paisiblement, sachant que justice avait enfin été rendue. Dans les mois qui suivirent la libération de Sarah, son affaire entraîna des changements inattendus dans tout le système judiciaire texan. Le procureur général de l'État ordonna la révision de toutes les affaires dont Robert Kane s'était occupé au cours de ses 15 années de carrière. 8 affaires ont immédiatement été signalées pour corruption ou falsification de preuves. 3 autres personnes ont été libérées de prison après que les enquêteurs ont découvert de graves irrégularités dans leur condamnation. La détective Linda Morrison a été condamnée à 25 ans de prison pour complot et falsification de preuves. Robert Kane a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. David Mitchell a été extradé du Mexique et condamné à mort pour le meurtre de Jeremy Walsh, le sans-abri dont il s'était servi pour simuler sa propre mort. Le scandale a dépassé le cadre des affaires individuelles. La législature du Texas a adopté de nouvelles lois exigeant un contrôle indépendant des affaires de peine de mort. Les procureurs devaient désormais respecter des règles plus strictes en matière de traitement des preuves et les avocats de la défense ont obtenu un meilleur accès aux dossiers d'enquête. Sarah a utilisé l'argent de son règlement pour créer la Mitchell Foundation for Justice, qui vient en aide aux femmes victimes de violences domestiques et de condamnations injustifiées. Elle a engagé des avocats expérimentés pour fournir une aide juridique gratuite aux personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire défendre correctement. « Je sais ce que c'est que d'avoir tout le système contre soi », a expliqué Sarah lors de la cérémonie d'inauguration de la fondation. Personne ne devrait avoir à affronter cela seul. Le docteur Marcus Thompson, le vétérinaire qui avait aidé à sauver la vie de Sarah, a lancé un programme de formation de chiens de thérapie pour travailler avec les prisonniers. Ce programme aidait les détenus à surmonter leur dépression et leur anxiété tout en les préparant à la vie après leur libération. Max nous a montré que les animaux peuvent aussi être des héros, a déclaré le docteur Thompson. Ces chiens redonnent espoir à des personnes qui ont tout perdu. Rebecca a écrit un livre sur l'expérience de sa sœur intitulé « Truth in Four Paws », la vérité à 4 pattes. Le livre est devenu un best-seller et Rebecca a reversé tous les bénéfices à des organisations luttant contre la peine de mort. Le directeur Crawford a été promu directeur régional des opérations pénitentiaires. Il a mis en place de nouvelles politiques garantissant que les demandes inhabituelles des condamnés à mort soient examinées avec attention plutôt que rejetées automatiquement. Parfois, les découvertes les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus, a déclaré Crawford. La demande de Sarah de voir son chien semblait simple, mais elle a tout changé. Sarah a passé la plupart de son temps à travailler avec la Fondation et à se remettre lentement de son traumatisme. Elle évitait de prendre la parole en public, mais rencontrait parfois d'autres personnes injustement condamnées pour leur offrir son soutien et ses encouragements. L'affaire est devenue un sujet d'étude obligatoire dans les facultés de droit de tout le pays, enseignant aux futurs avocats l'importance d'une enquête approfondie et les dangers de la corruption dans le système judiciaire.
15 mars 2019, un an exactement après sa libération du couloir de la mort, Sarah Mitchell se tenait devant une foule de supporters lors de la cérémonie d'ouverture du Max Foundation Sanctuary. Situé à l'extérieur de Houston, sur un terrain de 20 hectares, le sanctuaire accueille des animaux abandonnés et offre des services juridiques gratuits aux personnes victimes d'une condamnation injustifiée. Sarah a utilisé la majeure partie de l'argent de son indemnisation pour construire ce lieu où l'espoir peut renaître de la tragédie. Max, aujourd'hui âgé de 5 ans et célèbre dans le monde entier, était assis calmement à côté de Sarah pendant qu'elle s'adressait à la foule. Son museau gris trahissait son âge, mais ses yeux étaient toujours vifs et alertes. « Il y a 1 an, j'étais condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis. » a commencé Sarah d'une voix ferme et forte. « J'ai été sauvée par l'amour d'un chien qui n'a jamais cessé de croire en mon innocence. » Parmi la foule se trouvaient des familles qui avaient été aidées par la Fondation, des avocats qui avaient travaillé sur des affaires de condamnation injustifiée et des amoureux des animaux qui comprenaient le lien spécial qui unit les humains à leurs animaux de compagnie. Max m'a appris que la vérité ne se présente pas toujours sous la forme que nous attendons, a poursuivi Sarah. Parfois, elle vient avec 4 pattes et un cœur qui refusent d'abandonner ceux qui l'aiment. Depuis son ouverture, le refuge avait déjà aidé 12 personnes à prouver leur innocence dans diverses affaires. La clinique juridique offrait des services gratuits à toute personne qui n'avait pas les moyens de se faire représenter correctement devant la justice. Sarah baissa les yeux vers Max, qui était désormais considéré comme l'un des chiens les plus célèbres d'Amérique. Il avait reçu des milliers de lettres de personnes du monde entier qui le remerciaient pour sa loyauté et son courage. « Les gens me demandent si je suis en colère à cause de ce qui s'est passé, » dit Sarah. « La vérité, c'est que j'ai appris que garder rancune ne fait que vous faire du mal. J'ai donc choisi de me concentrer sur ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive plus jamais à personne. » Le directeur Crawford assista à la cérémonie, en compagnie du docteur Thompson et de Rebecca. Même certains des agents du FBI qui avaient aidé à résoudre l'affaire vinrent manifester leur soutien. À la fin de la cérémonie, Sarah traversa le sanctuaire avec Max. Des dizaines de chiens sauvés jouaient dans les jardins, beaucoup d'entre eux ayant trouvé un nouveau foyer auprès de familles aimantes. « Tu sais quoi, Max ?» dit Sarah, en s'agenouillant pour serrer son fidèle compagnon dans ses bras. « Je pense que nous avons fait quelque chose de bien avec notre seconde chance. » Max remua la queue et lui lécha le visage, comme il l'avait fait pendant leurs moments les plus sombres dans la salle de visite de la prison. Le soleil se couchait sur le sanctuaire, tandis que Sarah et Max rentraient chez eux ensemble. 2 survivants qui avaient prouvé que l'amour et la vérité sont plus forts que n'importe quel mensonge ou complot. Leur histoire inspirerait d'autres personnes pendant de nombreuses années, montrant que parfois les héros les plus importants se présentent sous des formes inattendues.